Merci Patrick. Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir à Dax au Week-end de la Liberté pour la deuxième fois et je vais vous parler de Bitcoin. Donc l'intitulé de ma présentation est « Les libéraux et le Bitcoin ». Alors le Bitcoin, moi ça fait presque 7 ans que je l'étudie maintenant. Il existe depuis 13 ans. J'ai beaucoup lu, rencontré beaucoup d'experts, je suis allé à beaucoup de conférences internationales, je me suis formé et je suis arrivé à une impression que j'ai actuellement, que j'ai envie de partager avec vous, qui est que le Bitcoin est un fait historique majeur. Et c'est un fait libéral majeur, et peut-être même le fait libéral le plus important de notre époque. Mon impression, c'est que en fait, l'émergence du Bitcoin est la principale avancée en faveur de la liberté depuis la chute de l'URSS. La principale avancée libérale depuis la chute de l'URSS. C'est une opinion qui n'est pas si répandue, notamment parmi les libéraux. Et moi, je rencontre beaucoup de libéraux qui sont en fait assez sceptiques sur le Bitcoin, qui soit qui n'ont pas tellement fait l'effort de s'informer, soit qui pensent s'être s'informer suffisamment et qui en fait n'y croient pas trop, ou même sont hostiles au Bitcoin. Et je pense qu'en fait, ils prennent un risque. Si le Bitcoin est vraiment un fait libéral majeur, comme je le pense, ce serait dommage de passer à côté si on est libéral. Et ce serait dommage aussi de sous-estimer un danger majeur qui est l'émergence des monnaies numériques de banque centrale. Et je pense que beaucoup de libéraux sous-estiment ce danger parce qu'ils sous-estiment aussi l'importance du Bitcoin. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire achetez du Bitcoin, ni pour vous inciter à comprendre comment ça fonctionne en détail, parce que c'est très complexe. Donc il ne s'agit pas que chacun d'entre nous, on se transforme en informaticien, mais je suis là pour vous dire, intéressez-vous à ce sujet, prenez-le au sérieux, ne vous laissez pas influencer par l'opinion dominante, la doxa. Parce que cette opinion dominante qui est véhiculée par les médias, les politiciens, les banquiers, les journalistes qui n'y comprennent rien, cette opinion, elle est en fait péjorative et anxiogène, elle est défavorable au Bitcoin. Et je pense très important, surtout si on est libéral, de surmonter cette opinion dominante. Et donc, je propose de vous dresser la liste des raisons pour lesquelles je pense que Bitcoin est la plus grande avancée libérale depuis la chute de l'URSS. Alors ces raisons, elles sont nombreuses, donc accrochez-vous. Première raison, je pense que le Bitcoin est une monnaie en devenir. Il n'est pas encore une monnaie. Il est une monnaie en devenir. Et avant d'être une monnaie, le Bitcoin, c'est un dispositif informatique. Et qu'est-ce qu'il fait, ce dispositif informatique? Il fait quelque chose de totalement novateur. Il permet, pour la première fois dans l'histoire d'Internet, de stocker et de transférer de la valeur sans tiers de confiance. Sans tiers de confiance, ça veut dire qu'il n'y a personne entre vous et moi, si on fait une transaction, pour décider d'interrompre la transaction. C'est ça un tiers de confiance dans les systèmes de paiement. Et Bitcoin permet ça, ce qui est une nouveauté technologique absolument majeure. Et c'est très difficile à réaliser d'un point de vue technique, et le système Bitcoin y parvient. Et là, je n'ai pas parlé de monnaie, j'ai parlé d'un système de paiement. Mais ce système de paiement, pour fonctionner sans organisme central, et pour éviter ces tiers de confiance qu'on voit dans tous les autres systèmes de paiement traditionnels, il met en œuvre des technologies incroyablement sophistiquées et il les assemble d'une manière incroyablement novatrice, et il inclut notamment une rémunération des entités qui sécurisent ce réseau, une rémunération avec des jetons informatiques qui sont émis automatiquement à cet effet, et ces jetons informatiques, on les appelle des bitcoins. Et donc on distingue le système Bitcoin, c'est un nom propre avec un grand B, un B majuscule, le système Bitcoin, de l'unité monétaire et informatique qui s'appelle le Bitcoin avec un petit b. Et le Bitcoin avec un petit b est le jeton qui sert à faire fonctionner ce système et qui est le jeton qu'on transfère à l'intérieur de ce système. Et je n'ai toujours pas parlé de monnaie. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de monnaie? C'est parce que ce jeton, en fait, il fait fonctionner un système tellement révolutionnaire, hyper sécurisé, hyper novateur, beaucoup plus efficient que les systèmes de paiement traditionnels, et par ailleurs, il est émis en quantité limitée, donc il peut être utilisé comme une monnaie.
Et de facto, il est utilisé comme une monnaie par un nombre croissant de gens dans le monde. Il y a maintenant des dizaines de millions de personnes dans le monde qui l'utilisent comme monnaie. Et donc Bitcoin est en train de devenir, le Bitcoin est en train de devenir une monnaie très progressivement. Ça prend du temps, il y a une transition. C'est pas parfait tout de suite maintenant. Il y a une transition et on est dans cette transition. Et on parle souvent des 3 fonctions aristotéliciennes de la monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin sert surtout à l'épargne de long terme et à la spéculation, au trading. Il ne sert pas de moyen d'échange quotidien, courant. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est une monnaie, il n'est pas un intermédiaire d'échange universel. En revanche, il assume assez bien la fonction de réserve de valeur à terme, pas à court terme, mais à moyen et long terme, oui. Et ensuite, il servira éventuellement d'unité de compte par la suite si il devient une monnaie. Donc on voit qu'il est en train de vérifier ces 3 fonctions aristotéliciennes de la monnaie. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a les caractéristiques objectives pour être utilisé comme une monnaie, caractéristiques qu'on observe dans l'histoire de la monnaie. Les choses qui ont été utilisées comme monnaie durablement, qui ont pu être efficaces comme monnaie, elles ont toutes été homogènes, divisibles, transportables, résistantes aux intempéries, à l'usure du temps, difficiles à produire et relativement rares, toutes. Celles qui n'avaient pas ces caractéristiques, elles finissaient par être balayées par la concurrence, par des monnaies plus efficaces. Or, le jeton Bitcoin qui sert à faire fonctionner le dispositif Bitcoin, il réunit ces qualités. Il réunit ces qualités, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça qu'il peut être utilisé comme une monnaie progressivement. Deuxièmement, le Bitcoin ne va pas seulement être une monnaie, il va être une monnaie saine. Parce qu'il est émis en quantité limitée, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et donc, il est rare. Il y a beaucoup plus de millionnaires dans le monde que de bitcoins qui ne seront jamais émis. Et on ne peut pas augmenter le nombre de bitcoins émis, le protocole le fixe, et c'est comme ça. Enfin, on peut l'augmenter, mais ça n'arrivera pas parce que personne n'aura intérêt à modifier le protocole pour modifier ce paramètre qui est un paramètre clé. Donc, ce sera une monnaie qui sera bien plus saine que les monnaies fiat, les monnaies décrétées par l'État, que l'État peut créer ou dont il peut inciter à la production sans limite à son profit, faire de l'inflation monétaire. Le Bitcoin permettra de se protéger contre l'inflation monétaire. Donc il sera une sound money, hard money en anglais. Et c'est assez fascinant de voir que les économistes contemporains ont complètement perdu de vue la notion de monnaie saine. En général, vous prenez un économiste standard, quand vous lui parlez de monnaie saine, il écarquille les yeux. Il ne sait pas ce que c'est. On a oublié ce que c'est qu'une monnaie saine. Et le Bitcoin est une opportunité pour retrouver une forme de monnaie saine. Le Bitcoin préserve déjà la liberté. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans le monde dont la liberté est préservée par le Bitcoin, surtout dans les pays en développement, les pays où il y a des dictatures. Tout ça est très éloigné de notre petit confort quotidien à nous, d'hommes occidentaux. Mais la réalité dans le monde, c'est ça. C'est très documenté. Il y a un livre d'Alex Gladstein, qui est le directeur de la stratégie d'une ONG qui s'appelle Human Rights Foundation, qui a documenté très précisément ce fait. Le Bitcoin sert à beaucoup de gens dans le monde pour préserver leur épargne et la protéger contre l'inflation monétaire et la confiscation par des États autoritaires. Parce que Bitcoin est beaucoup plus difficile à saisir que votre argent sur votre compte en banque. Quand vous avez le code Bitcoin et que vous les détenez vous-même, personne ne peut saisir vos Bitcoins. Et puis par ailleurs, le fait que ça protège contre l'inflation monétaire, c'est aussi une forme de préserver la liberté. Parce que l'inflation monétaire, c'est une taxation sans législation. Tous les grands penseurs libéraux l'ont bien montré. Dès le XIVe siècle, avec le grand Nicole Oresme, qui montrait que l'altération de la monnaie par les rois était une spoliation immorale des détenteurs de monnaie, et une spoliation de leur propriété privée. Et il n'y a pas de liberté si la propriété privée n'est pas respectée, notamment en matière financière. Et quand on regarde les inspirateurs du Bitcoin, ceux qui ont été les prédécesseurs, qui ont fait des tentatives d'une monnaie sur Internet sans tiers de confiance, on se rend compte qu'ils connaissaient très bien la pensée libérale. Beaucoup mieux que la plupart de nos intellectuels libéraux contemporains, et infiniment mieux que les économistes contemporains. Quelqu'un comme Tim May citait beaucoup Ayn Rand et David Friedman, le fils de Milton. Nick Szabo connaissait très bien Karl Menger, Al Finney citait George Selgin, et on pourrait multiplier les exemples. Et donc les grands penseurs libéraux ont inspiré
les gens qui, dans les années 90, ont commencé à tester des monnaies fonctionnant sans tiers de confiance. Sauf que c'était très difficile à réaliser, et ils ont fini par abandonner, mais finalement, il y en a un qui a réussi, c'est l'inventeur anonyme du Bitcoin. Cinquième raison, quand on regarde les pro-Bitcoin, eh bien, une grande partie d'entre eux sont libéraux. À la fois les usagers standards, aussi les influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, des gens comme Jimmy Song, Giacomo Zucco, Allen Farrington, Pierre Rochard, sont des gens très influents sur les réseaux sociaux dans le monde. Ils sont tous très libéraux, ils connaissent très bien la pensée autrichienne, et c'est un signe intéressant. Alors qu'en est-il des économistes ? Il y a beaucoup d'économistes favorables au Bitcoin qui sont libéraux. Par exemple, le président du Mises Institute, Jeff Deist, est pro-Bitcoin. Des économistes comme Saifedean Ammous, Robert Murphy ont écrit énormément sur l'économie monétaire du Bitcoin. Ce sont des gens qui connaissent très bien l'économie autrichienne. Et en revanche, à contrario, il y a peu d'économistes libéraux qui sont foncièrement défavorables à Bitcoin. On peut citer l'exemple de George Selgin, qui est un grand spécialiste de théorie monétaire au Cato Institute. Lui, il est plutôt sceptique sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il voit Bitcoin d'un œil favorable, mais il est sceptique sur sa capacité à prospérer, à se développer. Mais la plupart des économistes libéraux qui s'expriment sur Bitcoin affichent, quand ils ne sont pas favorables à Bitcoin, ils affichent plutôt un regard sympathisant et sceptique, tout en reconnaissant, en général, ils ont l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un sujet technique complexe et qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder en détail. Et que peut-être que s'ils le faisaient, ils arriveraient à une idée un peu différente. Pourquoi Bitcoin plutôt que les autres crypto-monnaies? Parce que c'est vrai qu'il y en a maintenant des milliers de crypto-monnaies. Et je pense que dans cette compétition intense entre crypto-monnaies, Bitcoin a pris une avance notable et ce sera difficile à rattraper pour les autres cryptos. Parce qu'on est dans un domaine, contrairement à l'économie d'Internet traditionnelle, où il y a un avantage au premier entrant. Le premier entrant accumule du savoir-faire et surtout de la crédibilité, de la réputation, qui s'accumule avec le temps, qui est un actif très précieux et qui est indispensable pour quelque chose qui doit servir de monnaie. La monnaie repose sur la confiance, et notamment sur la confiance dans la robustesse technique de cet objet très novateur. Et Bitcoin est le premier, et donc c'est celui qui a été le plus attaqué d'un point de vue technique et d'un point de vue politique, et chaque jour qui passe renforce la confiance qu'on peut avoir en lui. Les autres crypto-monnaies qui sont arrivées après lui, eh bien, elles doivent faire preuve de leur robustesse plus longtemps. Parfois, elles sont plus innovantes d'un point de vue technologique, mais elles prennent aussi plus de risques. Des risques de bugs, d'attaques. Quand un objet informatique est trop sophistiqué, il devient plus fragile. Et par ailleurs, Bitcoin est probablement plus résistant à des attaques étatiques, ce qui est un paramètre clé. Si un beau jour les États finissent par se réveiller et vouloir faire la peau au Bitcoin, et aux crypto-monnaies en général, en fait la plupart des crypto-monnaies disparaîtront. La plupart disparaîtront très facilement. Parce que la plupart, en fait, sont relativement centralisés, dirigés par des équipes parfaitement identifiées, des créateurs identifiés qu'on peut expédier en prison. Et Bitcoin est différent de ce point de vue-là. Il est sans doute plus décentralisé et plus résistant. Il y a un débat parmi les experts, tout le monde n'est pas d'accord, certains pensent que c'est pas si évident, mais mon intuition à ce stade, c'est plutôt ça. Et puis, plus fondamentalement, ce qui est quand même frappant, c'est que Bitcoin n'est toujours pas mort. Ça fait 13 ans qu'il fonctionne, et ça fait 13 ans que tous les meilleurs spécialistes, les plus intelligents, les plus performants de la finance, de l'informatique, de la politique, de l'économie, nous annoncent que Bitcoin va disparaître. Et il n'est toujours pas mort. Et donc il serait temps de se demander pourquoi il n'est pas mort. Et les gens qui continuent à dire que Bitcoin va disparaître sans être capables d'expliquer pourquoi il existe toujours, en fait, se font voir. Et on arrive à une étape où expliquer l'existence de Bitcoin par la simple spéculation à vie de méchants spéculateurs ultralibéraux, en fait, ça ne tient plus. Ça n'est plus crédible. Il faut trouver autre chose. Donc je pense que c'est une raison de s'intéresser sérieusement à ce sujet. Alors, il n'est pas mort malgré une offensive universelle contre lui. Il a énormément d'opposants.
qui le critiquent en permanence, jour et nuit. Et quand on regarde un peu qui sont ses opposants, la première chose qui est frappante, c'est que ce sont souvent des antilibéraux, pas seulement de gauche, aussi de droite, et ce sont des opposants de ce que Karl Popper appelait la société ouverte. Bitcoin, c'est un dispositif totalement ouvert, c'est un protocole open source, il n'y a pas de propriété intellectuelle, les transactions sont des messages publics, le registre comptable qu'on appelle la blockchain est un dispositif public, auditable, transparent, tout est ouvert, tout est transparent, et c'est, comme on dit en anglais, permissionless. C'est-à-dire que c'est un dispositif qu'on peut utiliser comme usager ou comme entité qui sécurise le système, sans permission. On peut entrer dans ce système sans permission, on peut en sortir sans permission. C'est donc quelque chose de profondément innovant par rapport à nos institutions qui nous environnent, qui sont fondées sur l'autorisation, l'interdiction, la centralisation, le monopole, le contrôle. Bitcoin est tout l'inverse de ça. Et donc, on peut comprendre de cette manière qu'il rend fou les gens qui sont obsédés par le contrôle. Il rend fou les ennemis de la société ouverte. Ces gens-là ne peuvent pas supporter le Bitcoin parce qu'ils comprennent que Bitcoin leur échappe. Ils n'entrent pas dans leur modèle rêvé d'une société de contrôle où, pour ces gens-là, trop de liberté crée du chaos. Donc il faut beaucoup de contrôle. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Karl Popper. Il l'a bien montré dans toute l'histoire de la pensée, il y a ce clivage entre ceux qui croient que trop de liberté crée du chaos et ceux qui pensent que la liberté est le fondement de l'ordre social. Et donc ces anti-sociétés ouvertes, c'est pas étonnant qu'ils soient tous férocement anti-Bitcoin. Et c'est une raison pour les libéraux de s'intéresser à Bitcoin. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, la typologie, les catégories, les groupes d'intérêt anti-Bitcoin, on constate que la plupart des économistes traditionnels sont défavorables à Bitcoin. Est-ce que c'est si étonnant, sachant qu'ils sont en général anti-libéraux, keynésiens, ils sont favorables à des politiques publiques très interventionnistes dans tous les domaines, notamment des politiques monétaires. Ils comprennent bien que le Bitcoin signifie la fin de la politique monétaire. La plupart de ces économistes sont très imbibés de la théorie étatique de la monnaie, la théorie chartaliste, qui vient notamment de l'économiste Knapp du début du XXe siècle. Ils pensent que la monnaie est par essence une création de l'État et qu'il est naturellement de la responsabilité de la puissance publique de gérer la monnaie. Et donc, quand ils voient Bitcoin, en fait, ils se disent « mais non, c'est pas possible ». Donc, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une monnaie puisse émerger en dehors du contrôle de la puissance publique. Les banquiers centraux se méfient de Bitcoin, et là aussi, c'est une raison de s'y intéresser. Quelle activité plus illibérale y a-t-il que la prétention à piloter de manière centralisée les taux d'intérêt, qui sont les prix les plus importants de l'économie, la masse monétaire et la conjoncture économique. Et donc, l'avis des banquiers centraux sur le Bitcoin, il est aussi intéressant que l'avis des taxis sur Uber et que l'avis des hôtels sur Airbnb. En fait, c'est l'avis le plus prévisible et le plus inintéressant qu'on puisse imaginer. Ça n'a aucun intérêt de demander à un banquier central ce qu'il pense de Bitcoin. Donc là aussi, c'est une bonne raison pour les libéraux de s'intéresser à ce sujet. Les hommes politiques se méfient de Bitcoin, parce que même s'ils ne comprennent pas son fonctionnement technique, ils perçoivent l'essence de Bitcoin qui est de les priver d'une partie de leur pouvoir, qui est de priver l'État de son pouvoir de financement de l'économie et de son influence sur la vie des gens. Le secteur financier se méfie de Bitcoin. Or, le secteur financier est devenu largement antilibéral ou illibéral dans l'économie actuelle, dans le capitalisme contemporain, qui est fondé sur la monnaie fiat, le capitalisme de connivence, et le fait de soutenir des acteurs irresponsables avec l'argent du contribuable. Et donc, ces acteurs comprennent instinctivement que Bitcoin est une menace pour leurs intérêts, notamment ce qu'on appelle en anglais les cantillionnaires, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'effet Cantillon. Cantillon, qui est cet économiste du XVIIIe siècle, qui a été un des premiers à montrer que l'augmentation de la masse monétaire a des effets de redistribution de pouvoir d'achat relatif, en faveur des classes aisées, au détriment des classes les plus démunies. Évidemment, le secteur financier bénéficie de l'économie fiat contemporaine. Et donc, évidemment, il ne voit pas d'un bon œil l'émergence d'une nouvelle forme de monnaie qui va pulvériser cette économie fiat. Et puis, évidemment, les écologistes fanatiques détestent Bitcoin.
Ils sont obsédés par Bitcoin. Bitcoin est le mal incarné pour eux, parce qu'ils utilisent de l'énergie, ils polluent, etc. On a beau leur répondre tous les arguments factuels sur le fait que Bitcoin va améliorer l'humanité si vraiment il instaure un régime monétaire plus juste, et sur le fait qu'il utilise beaucoup d'énergie renouvelable, qu'il rend même rentable des installations d'énergie renouvelable qui ne seraient pas rentables sans lui, qu'il est donc en fait un atout en faveur de la transition énergétique. On a beau leur expliquer tout ça, en fait, ça ne sert à rien. Et la raison, elle est très simple. Et ça, vous, libéraux, vous le savez, les écologistes fanatiques, leur problème, c'est pas la pollution, les atteintes à l'environnement. Leur problème, c'est la liberté. Et Bitcoin est quelque chose qui va contre leur modèle mental, qui les prive là aussi de leur obsession de contrôler l'humanité. Et puis les médias sont en fait hostiles au Bitcoin pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps de creuser, la plupart des journalistes qui s'expriment sur les sujets de blockchain, de crypto-monnaie, de Bitcoin, en fait, n'ont pas le temps de creuser ces sujets qui sont très complexes. Et donc ils racontent à peu près n'importe quoi. Ensuite, ils se font berner par le marketing habile de beaucoup de sociétés de ce domaine, qui ont des budgets, qui lèvent beaucoup d'argent, qui prétendent faire mieux que Bitcoin et qui finissent par convaincre les journalistes. Et puis ces journalistes sont aussi idéologiquement, en général, anti-libéraux, donc intuitivement, ils n'aiment pas beaucoup le Bitcoin. Et ils sont aussi conflictés, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans des conflits d'intérêts. Leurs annonceurs sont souvent des grandes entreprises, notamment du secteur financier, qui sont les bénéficiaires du capitalisme de connivence et de l'économie fiat actuelle. Donc il ne faut pas attendre des médias qu'ils aient un regard objectif et honnête sur quelque chose d'aussi sulfureux et disruptif que le Bitcoin. Donc, les libéraux doivent faire attention à ça, à ne pas tomber dans ce piège quand ils se renseignent sur ce sujet par les médias. Alors maintenant qu'on regarde un peu les propositions, enfin comment Bitcoin s'inscrit dans les théories monétaires libérales. Moi j'ai l'impression que les propositions de réforme monétaire des libéraux en général ne sont pas réalistes. On peut résumer les choses en identifiant 3 types de propositions, hein. Celle de Milton Friedman, celle de Hayek et celle de Rothbard. Donc Friedman il disait qu'il faut une augmentation régulière de la masse monétaire, qui soit prévisible et qu'on ne puisse pas tripatouiller. Hayek il disait non, il faut lever le monopole de la monnaie. Et puis il y aura une concurrence des monnaies entre émetteurs privés. Et Rothbard disait mais non, en fait ça c'est un peu simpliste parce qu'on peut prévoir que de facto tout le monde se mettra d'accord sur une monnaie qui a déjà fait ses preuves depuis des millénaires, qui est l'or. Donc c'est pas la peine de passer par l'étape de concurrence entre émetteurs privés. Allons directement vers une réhabilitation de l'étalon or. Organisons un passage à l'étalon or. Mais le problème de ces 3 propositions, c'est qu'elles supposent que les États vont abandonner spontanément et gentiment le monopole de l'émission monétaire, qui est aujourd'hui réel, même s'il est délégué aux banques commerciales, il est réel. Et il est le socle du pouvoir des États dans les sociétés contemporaines. Donc il n'y a aucune raison pour que les États acceptent de mettre en place ces propositions libérales de nos grands penseurs. Et avec Bitcoin, on a une solution alternative, justement, qui permet de contourner cet écueil. D'autant plus qu'il agrège d'une manière assez originale ces différentes propositions. Si on reprend ces trois grandes propositions que j'ai évoquées, Friedman, Hayek et Rothbard, pour Friedman, dans Bitcoin, il y a un rythme de l'émission monétaire qui est fixé et qui est non modifiable et qui est prévu et prévisible, comme chez Friedman. Sauf que ce n'est pas un taux fixe, c'est un taux décroissant dans le temps. Mais donc ça ressemble quand même pas mal à la proposition de Friedman. Côté Hayek, évidemment, avec les crypto-monnaies aujourd'hui, on est de facto dans une concurrence des monnaies, une concurrence énorme entre crypto-monnaies, entre elles, et entre crypto-monnaies et monnaie fiat, de plus en plus. C'est juste le début, mais ça va probablement se renforcer. Donc on n'a pas levé le monopole de l'émission monétaire, mais on est de facto dans une concurrence des monnaies, telle que l'avait un peu rêvé Hayek. D'autant plus que Hayek, en fait, il s'était lui-même probablement rendu compte que son livre Denationalization of Money n'était pas très réaliste, parce que dans une interview dans les années 80 à la télévision, qui est célèbre parmi les amateurs de crypto-monnaies, il disait « Je ne crois pas qu'on arrivera à revenir à une monnaie saine tant qu'on n'aura pas trouvé par un moyen détourné », il employait cette expression, un moyen détourné,
tant qu'on n'aura pas trouvé par un moyen détourné la possibilité de retirer la monnaie des mains du gouvernement. Et ce moyen détourné, c'est peut-être Bitcoin. Alors, il y a d'autres objections, notamment chez les libéraux, sur la valeur intrinsèque. Moi, je crois qu'en fait, Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, et c'est très bien comme ça. En économie, rien n'a de valeur intrinsèque, on le sait depuis les Autrichiens, depuis Karl Menger. Donc, en fait, ça n'est pas tellement un sujet. La question, c'est plutôt, est-ce que Bitcoin a un usage non monétaire ? Et là, je crois qu'on peut répondre de manière positive sur deux aspects. D'abord, le système Bitcoin, je ne parle pas de la monnaie, mais le système Bitcoin, c'est un système d'horodatage décentralisé. Il permet d'horodater de la donnée de manière décentralisée, donc de manière plus sûre que tout autre système d'horodatage. L'horodatage, ça paraît un petit peu abstrait, mais c'est quelque chose d'important dans beaucoup de processus industriels, juridiques et financiers. Prouver l'existence d'une donnée à un moment précis. Et ça, Bitcoin le permet. Mais c'est une application relativement marginale de ce dispositif par rapport au deuxième usage non monétaire, qui est tout simplement le système de paiement. Un système de paiement, ça n'est pas un système monétaire. Un système de paiement, c'est un système de transfert de valeur, indépendamment de l'utilisation de ces jetons comme monnaie. On peut utiliser le système Bitcoin pour transférer des dollars, pour transférer des euros. Il suffit de faire des conversions fiat-Bitcoin aux deux extrémités de la transaction. Tout ça se fait de manière hyper rapide, quasiment instantanée, et on se retrouve avec un système de transfert de valeur beaucoup plus efficient que les systèmes de paiement contemporains. Beaucoup plus efficient, avec des coûts inférieurs, plus rapides, avec moins de risques de piratage, et de manière programmable. Et les experts des systèmes de paiement commencent à comprendre ça. Et il y a des startups qui sont en train de révolutionner les systèmes de paiement en utilisant le système Bitcoin. Et je n'ai pas parlé de l'utilisation du jeton Bitcoin pour acheter des choses dans le commerce. Ce n'est pas un usage monétaire. Mais la particularité de Bitcoin, et c'est une des raisons pour lesquelles il est si difficile à comprendre à mon avis, c'est que pour la première fois dans l'histoire économique et dans l'histoire d'Internet, on a un système qui intègre un système de paiement et un système monétaire, ensemble. C'est la première fois. Auparavant, ils étaient dissociés, les systèmes de paiement et les systèmes monétaires. Et donc, c'est un point absolument fondamental à intégrer. Ensuite, pour les amateurs de théorie monétaire, je pense que Bitcoin ne viole pas le théorème de régression de Mises. On peut dire qu'avant d'être utilisé comme monnaie, il avait un usage non monétaire sous forme d'objet de collection. Il y avait des informaticiens qui l'utilisaient comme objet de curiosité parce que c'était un jeton totalement nouveau d'un point de vue technique et donc ils l'utilisaient pour tester ce réseau et donc il avait une valeur, c'était pas une valeur de marché, c'était une valeur subjective, mais il avait une valeur à leurs yeux. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, le Bitcoin respecte le théorème de régression, mais en fait, ça n'est pas satisfaisant parce que le théorème de régression s'applique uniquement au cas d'émergence de monnaie d'une économie troc. Et nous ne sommes pas dans cette situation. Donc le théorème de régression ne s'applique pas à la situation contemporaine. Donc, ça n'a aucun sens d'essayer de l'appliquer à Bitcoin. Voilà. Ensuite, d'un point de vue technologique, beaucoup de libéraux sont favorables à l'or. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, Bitcoin est plus efficient que l'or. Il partage les mêmes caractéristiques monétaires que l'or, mais en plus pur, notamment en termes de régime d'émission, et sa technologie se renforce, contrairement à l'or. L'or, la seule amélioration technique de la monnaie or qu'il y a eu, c'est l'utilisation des pièces. C'est tout. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres améliorations techniques de l'or. Alors que le Bitcoin est un protocole qui se renforce avec le temps. Il y a des développeurs qui l'améliorent, qui améliorent des paramètres de sécurité, de vie privée, de rapidité. Et puis il y a des protocoles complémentaires qui s'y ajoutent, comme le Lightning Network, qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin, qui permet de faire beaucoup plus de transactions, plus vite, pour des coûts inférieurs, et de manière sécurisée et en respectant mieux la vie privée. Et donc c'est une technologie qui se renforce. Et il y a probablement un travail de deuil à faire chez les libéraux amateurs d'or. Bitcoin, c'est de l'or en mieux, c'est de l'or numérique.
Ensuite, pour réaliser cette prouesse, Bitcoin utilise beaucoup d'énergie. Et c'est très bien. Moi, j'espère qu'il va en utiliser encore plus. Parce que plus il utilisera de l'énergie, et plus mes bitcoins seront sécurisés. Plus le système Bitcoin utilise de l'énergie, et plus il est difficile à pirater. Plus le coût de l'attaque, le coût financier de l'attaque est énorme. Et évidemment, ça rend totalement fou les écolos quand on leur dit ça. Parce qu'ils ont une vision malthusienne de l'énergie. Mais en général, les libéraux évitent de tomber dans ce piège. La plupart des libéraux n'ont pas une vision malthusienne de l'énergie et des ressources naturelles. Surtout s'ils ont lu Julian Simon, The Ultimate Resource. En fait, l'énergie est à portée de main des humains est illimitée. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est avec quelle technologie on va pouvoir utiliser cette manne. Et la question, c'est quel système d'incitation on met en place pour créer ces technologies de manière rentable et durable pour fournir de l'énergie à l'humanité. Donc, il n'y a pas de pénurie d'énergie, et si Bitcoin en utilise de plus en plus, ce sera très bien comme ça, et au passage, il ne vole d'énergie à personne, puisqu'il utilise surtout des surplus de production qui sont immenses sur Terre. Il y a énormément d'énergie inexploitée, et les mineurs de Bitcoin ont un intérêt économique objectif à aller chercher en priorité ces sources d'énergie, parce qu'ils sont en concurrence entre eux pour trouver les énergies les moins chères. C'est un des deux paramètres clés de leur rentabilité, avec le coût du matériel. Ensuite, Bitcoin est très spéculatif à ce stade, et c'est très bien comme ça. En général, les libéraux n'ont pas de jugement moral sur le comportement privé d'autrui, et si les gens veulent faire du trading et de la spéculation, il n'y a pas de raison de les condamner moralement. Ça ne dessert pas forcément ce système, au contraire, ça peut même lui permettre de financer la recherche. Il y a des économistes qui montrent ça, que certaines avancées technologiques majeures en fait, se financent notamment par la spéculation. Et puis, c'est sûr que cette spéculation aujourd'hui, elle crée une très forte volatilité du Bitcoin. C'est un inconvénient qui est réel, qui empêche le Bitcoin de devenir un moyen d'échange universel. C'est évident. Mais c'est parfaitement naturel, logique et compréhensible. Les gens qui critiquent le Bitcoin en se plaignant que le Bitcoin ne soit pas arrivé dès aujourd'hui à une monnaie universelle, en fait, ils sont totalement naïfs. Rien ne devient une monnaie universelle en partant de rien, contre l'opposition des États du monde entier, de manière totalement fluide, efficace, rapide et sans problème. Cette période de volatilité actuelle, elle est compréhensible parce que le Bitcoin représente une goutte d'eau dans les marchés financiers mondiaux en masse financière. Ça veut dire que son cours est très vulnérable au choc de demande, positif ou négatif. Et pourtant, son adoption se poursuit malgré cet inconvénient. Et donc on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais si l'adoption se poursuit comme elle existe en ce moment, eh bien le cours va augmenter. Donc la masse financière du Bitcoin, sa market cap va augmenter, donc il deviendra avec le temps relativement moins vulnérable au choc de demande positif ou négatif. Donc, mécaniquement, la volatilité diminuera. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est très naïf de penser que ça devrait déjà être le cas. Ça va se faire très progressivement. Et plus ça se fera, et plus les gens trouveront un intérêt à utiliser le Bitcoin comme moyen d'échange. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, puisque le Bitcoin est beaucoup moins volatile que beaucoup d'autres crypto-monnaies. Il y a plein de traders qui préfèrent les autres crypto-monnaies pour faire du trading. Elles sont plus volatiles et donc les espérances de gains sont bien plus fortes. Donc on est déjà dans cette phase où Bitcoin se stabilise, même si ces variations évidemment restent très spectaculaires par rapport à nos monnaies. Cela dit, ces variations sont acceptables dans beaucoup de pays où l'inflation, dans les pays en développement, où les risques de spoliation en fait représentent un coût économique et subjectif bien plus élevé. Alors, Bitcoin, évidemment, il est utilisable par tous, y compris les trafiquants, les criminels, les mafieux, les terroristes. Et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une monnaie qui ne soit pas utilisable par les méchants? Mais non, puisque la définition d'une monnaie, c'est d'être un pouvoir d'achat généralisé. C'est d'être un moyen d'échange universel. Donc, il faut que le Bitcoin soit utilisable par tous, y compris par les vilains. Sinon, il ne pourra jamais être une monnaie. Et toutes les nouvelles technologies les plus bizarroïdes sont toujours adoptées en priorité par les trafiquants et les marginaux. Et puis par ailleurs, si vraiment Bitcoin
favorisait les trafiquants. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la plupart des trafics se font toujours en dollars et en euros? Pourquoi est-ce que tous ces gens n'ont pas switché en Bitcoin? En fait, la réponse, c'est que le dollar et l'euro restent bien plus pratiques pour les trafics que le Bitcoin. Donc ces critiques sont très, très insatisfaisantes. Et là aussi, les libéraux doivent faire attention à ne pas tomber dans ces pièges. D'autant plus que, ça, moi je l'ai vraiment remarqué, le Bitcoin fait découvrir les idées libérales à beaucoup de gens qui n'en avaient jamais entendu parler avant. Moi j'ai rencontré énormément de gens, notamment dans les communautés informatiques, où les gens n'ont pas forcément eu l'occasion de s'intéresser à l'économie, à la finance. Et quand ils commencent à manipuler un peu des bitcoins, et ils comparent avec les systèmes monétaires et financiers traditionnels, ils se disent, ils voient la différence. Et ils comprennent des concepts comme l'inflation monétaire, la spoliation, et ils commencent à se demander ce que c'est que cette monnaie fiat qu'on leur impose et qui perd de la valeur dans le temps, et qui spolie leur épargne. Et ils commencent à comprendre que la souveraineté financière fait partie de la souveraineté individuelle, et que le capitalisme fiat dans lequel nous vivons spolie les gens. Et donc, progressivement, ils s'intéressent aux idées libérales. Et donc, c'est paradoxal de voir les libéraux se désintéresser du Bitcoin, alors que le Bitcoin intéresse des non-libéraux. Et je pense que, finalement, le Bitcoin, il va nous aider à revenir à ce que Pascal Salin appelle, en titre d'un de ses livres, revenir au vrai capitalisme. Puisqu'aujourd'hui, contrairement à ce que disent tous les anticapitalistes de gauche et de droite, nous ne sommes pas dans un système capitaliste. Nous sommes dans un système de capitalisme de connivence, totalement vérolé par la monnaie fiat, qui perturbe tout, qui crée des cycles économiques artificiels, qui perturbe la fixation des prix, qui crée de l'inflation monétaire, qui opère des redistributions de pouvoir d'achat. Et Bitcoin est l'inverse de tout ça. Si Bitcoin se développe, il va nous permettre de revenir à ce que devrait être le capitalisme, c'est-à-dire un système qui incite à l'épargne, à l'investissement, à la planification du long terme, et qui permet un calcul économique sain, sur des bases de prix saines. Et là aussi, moi je suis toujours étonné quand les libéraux sont sceptiques face au Bitcoin, alors que c'est un instrument potentiel pour transformer et réactiver le capitalisme. D'autant plus que le projet libéral, finalement, il est quand même très enlisé, et encore, c'est une version optimiste. Aujourd'hui, l'État, dans le monde entier, son pouvoir sur la société, sur la vie des individus, est immense. Son pouvoir sur l'économie est immense. Dans la plupart des sociétés développées, le pouvoir des États n'a jamais été aussi étendu en temps de paix. C'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine que nous ne sommes pas en paix. Et c'est quelque chose de profondément troublant. Il n'y a plus d'hommes politiques libéraux, notamment en France. Les rares qui ont des velléités de réforme des finances publiques, qui disent qu'on va dans le mur en matière de finances publiques, et qui promettent des réformes, soit ils se font balayer, soit une fois au pouvoir, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas commencer le moindre début de réforme. Les États ont des moyens de financement illimités pour financer de la propagande à leur profit, dans l'éducation, la culture, les médias, et donc il y a une emprise sur les esprits de la part des États qui est absolument tragique. Il y a tous les anti-libéraux de toutes sortes, les islamistes, les écolos fanatiques, et maintenant la vague woke, qui est une vague totalitaire. Et donc finalement, il y a beaucoup de raisons d'être très pessimiste quand on est libéral. Or, si Bitcoin se développe, il va permettre de lutter contre tout ça. Il change tout, parce qu'il coupe les moyens de financement des États. Les États ne peuvent plus financer des dépenses folles sans limite dans une économie Bitcoin. Ils ne peuvent pas modifier le régime d'émission du Bitcoin. C'est très important de le comprendre. Je ne vais pas vous le démontrer maintenant, ça prendra du temps, mais c'est quelque chose qui mérite qu'on y fasse attention. Et puis, un autre motif d'inquiétude, c'est l'émergence des monnaies numériques de banques centrales. Les banques centrales ont compris qu'elles s'étaient mises elles-mêmes dans une situation intenable en imprimant d'énormes quantités, enfin en laissant créer d'énormes quantités de monnaie, en créant des déséquilibres de l'inflation monétaire qu'elles doivent ensuite réprimer avec des hausses de taux violentes, créer des récessions, vouloir augmenter le taux de chômage pour limiter l'inflation.
ce qui n'est pas tenable, ce qui va les obliger à revenir en arrière, à relaisser l'inflation monétaire se développer. Et donc, elles ont compris qu'elles sont en train de perdre le contrôle de la situation. D'autant plus que les crypto-monnaies et Bitcoin sont là et commencent à inspirer de plus en plus de confiance aux gens. Et donc, leur nouvelle stratégie, c'est d'utiliser ce qu'elles appellent vaguement la technologie blockchain pour perfectionner leur contrôle sur la monnaie. C'est ça l'objectif de la création des monnaies numériques de banque centrale. Ce sera une forme de monnaie banque centrale, c'est-à-dire que vous pourrez avoir un compte à la banque centrale, contrairement à la situation actuelle. Et ce sont des instruments potentiellement totalitaires, il faut bien comprendre ça, parce qu'une fois que ces instruments seront en place, la puissance publique aura un droit de regard, une information instantanée, complète sur votre vie privée financière, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et elle aura un pouvoir de relance de l'économie en manipulant des taux négatifs sectoriels en fonction de vos comportements d'achat individuels. Ce sera un jeu d'enfant pour la puissance publique de faire ça, avec ces outils, pour des raisons politiques, idéologiques, parfaitement légitimes, la lutte contre la pollution, des raisons sanitaires. Les raisons les plus vertueuses seront employées pour accroître le contrôle de la puissance publique sur votre vie privée à travers un instrument monétaire à la technologie révolutionnaire. Et évidemment, quand elles auront mis en place cet outil, elles feront tout ce qui est possible pour éliminer le cash, l'argent liquide, qu'elles considéreront comme une relique barbare, comme Keynes disait à propos de l'or, et il n'y aura plus aucune limite à la dystopie. Et là, Bitcoin est un rempart majeur, parce que Bitcoin continuera d'exister, et il ne sera pas manipulable par les banques centrales. Et donc, beaucoup de gens comprendront la différence entre ces deux outils, MNBC et Bitcoin, et mettront leur épargne en Bitcoin, et échangeront entre eux en Bitcoin, et même, si nécessaire, sur le marché noir. Et donc, c'est une bouée de sauvetage dans cette évolution extrêmement inquiétante. Et en même temps, il faut bien être conscient que c'est une expérience non reproductible, Bitcoin. Si Bitcoin échoue pour une raison ou une autre, un bug technologique majeur, ou si les États arrivent à le détruire, ce qui à mon avis est très peu probable, eh bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'une autre crypto-monnaie pourra prendre sa place? Alors, est-ce que ce serait une des cryptos qui existent actuellement? Probablement non, parce que la plupart d'entre elles, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, en fait, elles sont plus centralisées, elles sont plus vulnérables aux attaques étatiques, les États ne les laisseront pas faire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une nouvelle crypto émerge ex nihilo pour remplacer le Bitcoin s'il échoue? Eh bien, en fait, non, ça n'arrivera pas. Parce que si les États n'ont pas tué Bitcoin, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le voir venir, ils ne l'ont pas identifié. Mais maintenant, ils ont compris le phénomène et ils ne laisseront pas une autre crypto plus performante et plus libérale que Bitcoin émerger. Ils ne laisseront pas faire. Et donc, si Bitcoin échoue, eh bien, ce sera très mauvais signe pour la souveraineté monétaire des individus et la réforme du capitalisme, et pour les libertés en général. Et ça aussi, c'est un élément dont les libéraux doivent être conscients. Et c'est une raison de s'intéresser à Bitcoin, parce que c'est un des derniers motifs d'espoir, à mon sens, dans notre société universellement antilibérale. Pour conclure, on décrit souvent Bitcoin comme un objet spéculatif ou une illusion de hippie ou d'anarchiste, mais en fait ça va bien plus loin que ça. C'est un projet de civilisation, c'est un projet de société, un projet de transformation des structures institutionnelles, des pratiques, des cultures, à travers un nouveau système monétaire. Nul ne peut prédire comment les choses vont évoluer dans les années qui viennent. Est-ce qu'il va continuer à se développer? Est-ce qu'il va s'essouffler? Est-ce qu'il va être marginalisé? Est-ce qu'il va disparaître? En revanche, chaque jour qui passe augmente la probabilité que le projet Bitcoin réussisse. Chaque jour qui passe augmente la probabilité que le projet Bitcoin réussisse. Et c'est l'effet Lindy, qui est une des composantes du caractère antifragile théorisé par Taleb. C'est-à-dire qu'il y a certaines entités dans la nature dont l'espérance de vie augmente avec le temps qui passe. Contrairement à nous autres, êtres humains, mais il y a des technologies, des œuvres, des pratiques sociales dont l'espérance de vie augmente avec le temps qui passe, et c'est le cas de Bitcoin, et j'espère avec ces 28 raisons vous avoir donné un peu envie de vous intéresser un peu plus à Bitcoin. Je pense que c'est une urgence pour tout le monde, et particulièrement si on est libéral. Merci.